vais donner la parole à Nina Parizeau et Agathe Chen ou Chan, je ne sais pas comment on prononce, je suis désolée. Voilà, je vous laisse la parole pour 10 minutes. Bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup. Toutes nos excuses ce matin, malheureusement, nous ne pouvions pas assister à la séance, mais bon, j'imagine que vous n'êtes pas ennuyés. Donc, nous, on va vous présenter un site que je vais vous partager normalement très vite. Ça marche? Ouais, cool. Alors, hop. Est-ce que c'est bon pour vous? On va dire que oui. Bon, super, ok. C'est tout bon. Merci beaucoup. Alors, voilà, déjà, je tiens à remercier les organisateurs pour nous permettre avec Agathe de présenter les premiers résultats de la fouille des Chaumerets, qui se trouve à Cournon d'Auvergne, donc dans le Puy-de-Dôme, pas très loin donc de Clermont-Ferrand. Ce sont les premiers résultats, hein, le site est vraiment fraîchement fouillé, la fouille date de l'automne dernier. Donc, il s'agit d'un site d'habitat daté du Bronze Ancien, avec ses ensembles funéraires. Alors, tout d'abord, voici un peu où on se situe. Donc, vous voyez sur cette carte que le site des Chaumerets est localisé dans un secteur très dense, très riche en occupation, témoins d'occupation pour l'âge du bronze ancien au bronze final, sur un secteur quand même très, très limité, avec notamment un site très important, qui est le site du Petit Beaulieu, qui est un vaste établissement de plein air, en plaine, qui s'étend sur plusieurs hectares, avec aussi des nécropoles monumentales. Donc, il y a également la ZAC de la Fontanille. En tout cas, bref, vous voyez que vraiment un secteur dense, privilégié pour les périodes concernées. Alors, le cadre de l'opération, un peu, c'est pour présenter. Donc, il s'agit d'une opération préventive qui s'est déroulée de septembre à novembre 2020. On a décapé un peu quasiment 2 hectares, et l'essentiel de l'occupation se trouve vraiment dans la zone nord, que vous voyez donc ici, voilà. Et on a ici sur ce plan-là, vous avez l'ensemble des structures archéologiques mises au jour, à savoir des structures protohistoriques, bronze, ainsi que des structures historiques. Pour ces dernières, il s'agit principalement de fossés parcellaires traversants. On a beaucoup de traces agraires, ainsi que quelques silos d'époque moderne. Donc, suite à l'occupation, l'occupation du bronze ancien, ce sont surtout des activités agricoles. Pour le bronze ancien, vous voyez ici, donc on a une occupation qui est assez bien délimitée, qui est assez claire, avec environ 400 structures, dont 19 sépultures, 19 inhumations que Agathe vous présentera juste après. Donc, oui, un petit truc chouchou, quoi. La particularité notamment des Chaumerets, enfin, l'une des particularités, en tout cas, ce qui distingue un peu des grands habitats de plein air connus dans la région, dans le bassin clermontois, donc, et que nous nous situons dans un vallon. Donc, sans doute partiellement comblé à l'époque, mais voilà, on est dans un cadre un petit peu différent par rapport à ce qu'on connaît dans le coin. Principalement, les structures sont des structures en creux, qui sont... la grande majorité sont des silos. Donc, on a des silos avec des comblements organiques assez riches. Les formes, on trouve du tronc conique, forme en sape. Voilà, on a eu de belles séries de silos, avec également le contenu détritique, bien sûr, donc tous les restes d'un habitat, de la production matérielle. On est content, on a de quoi faire de belles petites études. Comme vous voyez ici, là, on a un fond entier de céramique complet, quoi, je veux dire, c'est cool. Et les premiers résultats, actuellement, l'étude Ceravo est en cours par Gauthier Tavernier, mais ces premières données semblent indiquer que nous nous situons vraiment à la fin du bronze ancien, peut-être transition bronze moyen. Bon, voilà, c'est vraiment pour l'instant le tout début des observations. Également des restes fauniques. Alors, on a plusieurs exemplaires, plusieurs cas pour des fosses ou silos qui avaient, voilà, à la fin, sur le fond, pardon,
des structures, plusieurs membres comme ça d'inférieurs en connexion. Donc, bon, on est un peu interpellé, on s'interroge sur le possible un acte volontaire. Bien sûr, ça c'est une réflexion qui sera précisée par l'étude archéozo. Ce peut aussi être des gros morceaux de jambon hein, qui sont jetés. Hein, donc, pour l'instant, c'est juste un questionnement. Mais il y a plusieurs cas. Enfin aussi, parmi les restes, des restes d'éléments d'architecture en terre. Donc, principalement, il s'agit de fragments de torchis, de crayonnage, avec des empreintes à la fois de branchage, hein, classiques, pour les poissons notamment, également des empreintes de pièces de bois. Donc, on sait qu'il y a des constructions en terre qui sont réalisées sur le site ou à proximité immédiate, hein, bien sûr. En tout cas, ce sont des témoins de construction, ça c'est sûr. Également, on note la présence de fragments de récipients en terre cuite, qui est une production matérielle connue hein, pour le bronze ancien dans le bassin carnotois. Entre parenthèses également au néolithique dans le sud de la France, mais ce n'est pas le propos. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu connu. On en a également sur le Petit Beaulieu et également à Lens, sur la rue de la Treille. Voilà. Donc, on s'inscrit quand même dans une tradition assez précise. Je laisse la parole à Agathe hein, pour vous présenter les différentes inhumations du site. Merci. Alors, effectivement, des restes humains ont été identifiés dans plusieurs configurations sur le site des Chêmeries. Au total, ce sont 19 sépultures ou probables sépultures qui sont comptabilisées sur l'ensemble du site. Parmi elles, on distingue des tombes isolées d'individus de taille adulte dispersées à travers le site. Elles présentent différentes organisations entre inhumation en fosse simple ou inhumation en silo. Les premières analyses taphonomiques indiquent globalement des espaces de décomposition vides associés à des colmatages de fosses rapides. Ils supposent ainsi des dispositifs funéraires simples en matériaux périssables, comme une couverture végétale au-dessus des fosses. Les individus représentés sont dans des positions contractées mais variables, et malheureusement, l'état de conservation osseuse n'autorise pas de diagnose sexuelle primaire. C'est au cours du diagnostic que l'inhumation d'un individu immature entre 1 et 4 ans a été mise au jour dans un surcreusement en fond de silo. La logette est surmontée d'une couverture de dalles calcaires qui se sont effondrées dans l'espace laissé libre. Une des sépultures isolées se caractérise par les 3 individus déposés. La stratigraphie suppose au moins 2 dépôts différés, avec en premier lieu une femme inhumée étendue sur le ventre accompagnée d'un enfant entre 5 et 9 ans qui sont matérialisés en... Merde. Pardon. Tu cherches quoi? À revenir. Attends, oui, je sais pas. Voilà, c'est bon. On voit pas. Il me semble qu'ils sont en bleu et en violet. Et ils sont suivis de l'inhumation d'une femme en position contractée, la tête dirigée vers le sud en orange. Des regroupements plus significatifs ont attiré notre attention, notamment un ensemble funéraire de 3 sépultures au nord-ouest du site. Il est constitué de 3 tombes, dont 2 inhumations adultes en coffrage de pierre et une inhumation immature en vase et coffrage. Pour les tombes en coffrage, les dispositions des ossements supposent une décomposition en espace vide associée à un colmatage progressif, donc un éventuel contenant en matériaux périssables autour du corps. L'état de conservation ici non plus ne permet pas de déterminer le sexe des individus. En ce qui concerne l'individu immature, le vase en céramique est disposé sur la panse, à l'intérieur d'un coffrage constitué de blocs et de plaquettes calcaires. Malheureusement, l'individu n'est représenté que par un minuscule fragment osseux que je n'ai pas réussi à déterminer. Enfin, au nord de la fouille, 4 tombes d'immatures se concentrent sur une surface restreinte. 2 d'entre elles sont remarquables par l'état de conservation des architectures funéraires. Ce sont vraisemblablement tous de très jeunes individus inhumés dans des coffrages de pierre calcaire complets, c'est-à-dire constitués d'une couverture, d'une couronne et d'un dallage certainement couplés à des dispositifs en matériaux périssables, soit des couvertures, soit des contenants ou coffrages en bois. Comme je l'ai déjà souligné précédemment, l'état de conservation osseuse ne permet pas d'approfondir les paramètres biologiques, en tout cas pour chacune des structures, si ce n'est pour l'individu que je vous présente en diapo, qui est le mieux conservé et dont l'âge est estimé autour de 1 an.
Pour compléter l'horizon funéraire, une sépulture immature similaire est mise au jour à une vingtaine de mètres à l'ouest de ce petit ensemble. L'architecture et les données biologiques du sujet correspondent assez à ce que je viens de présenter précédemment. Il se caractérise surtout par sa situation un peu plus excentrée et par son association à des éléments de parure, soit 2 petites perles discoïdales en os et 7 perles en coquillage marin qui sont souvent retrouvées en association avec des individus matures et de sexe féminin pour le bronze ancien. Pour l'instant, nous venons juste d'entamer les études de post-fouille et on attend les datations C14 qui devraient arriver d'ici 1 mois. On pourra en conséquence compléter la notice qui suivra cette communication. La stratégie d'échantillonnage, elle s'est fixée sur une dizaine de sépultures, il me semble. 10, ouais. Et qu'on a essayé de choisir en fonction de la typologie, en tout cas des typologies, c'est-à-dire entre adultes et immatures, mais également tout ce qui est inhumation en fosse, en silo, coffrage. Pour voir s'il y a notamment plusieurs phases d'occupation, ce genre de choses, quoi, vu les différentes inhumations présentes. Voilà, on vous remercie. Désolé, on a peut-être été un peu long, mais merci de votre attention. Merci beaucoup. Non, ça va. Ça va? Bon. Dans les temps. Votre attention, j'ai fait une dizaine de fautes. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions? C'est la digestion, hein. Il faut que tout le monde... Ah bah. Alors, je vois qu'il y a une question. Merci. Ah, très bonne question sur les coffrages en calcaire. Oui, alors, effectivement, ils sont tous en calcaire. On a 1 ou 2 éléments lithiques qui traînent, granit, grès, dans les sépultures, dans les coffres d'architecture funéraire, c'est très faible. Et oui, on pense que c'est tout à fait local. Il y a un gisement calcaire qui est à proximité. Donc, mais comme on vient de sortir du terrain, et là c'est une hypothèse, on pense que l'approvisionnement était immédiat. Mais bon, faire des analyses pétrographiques pour ça, on va faire une vérification. Donc, ça, je ne peux pas vous affirmer pour l'instant l'hypothèse, vous l'affirmez, mais on vous en dira plus. Promis. Merci. Sylvie, vas-y. Oui, moi, je me posais la question de la quantité d'immatures qu'il y a sur votre site. Et je ne connais pas bien la région par rapport aux funéraires. Et est-ce que c'est habituel? Est-ce que vous avez des exemples de comparaison? Enfin, voilà, est-ce que c'est quelque chose d'habituel, quoi? Régulier. Alors, pour les coffres d'immatures, comme on vous a présenté, c'est vraiment quelque chose de rare dans la région. Il y a une fouille d'Anne Duny qui s'est terminée pareil en 2019 à Sébaza. Également, elle a des cas de concentration, de regroupement de sépultures d'immatures en coffre. Mais voilà, c'est assez, ce sont des découvertes récentes qui permettent de montrer qu'il y a un traitement un peu particulier pour les immatures à une période donnée du bronze, a priori. Mais voilà, donc là, vous voyez, c'est pas tellement récurrent, effectivement, avant ces 2 fouilles préventives récentes, finalement. Si je peux ajouter quelque chose, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur Thiraud. C'est Eric Thiraud. Bonjour à tous. J'en profite pour saluer les bronzés. Si je peux me permettre, effectivement, cette fouille repose une question intéressante et stratégique pour la compréhension du bronze ancien dans le bassin de Clermont-Ferrand, c'est que la relation entre ce que nous appelons les nécropoles et les secteurs d'habitat n'est peut-être pas aussi simple qu'on aimerait le penser, c'est-à-dire quand on a une congruence entre une nécropole et un habitat, on a tendance à penser que la nécropole est celle de l'habitat qui est à quelques mètres. Or, on voit bien, et la fouille des Chemerets le démontre, que le recrutement de chacun de ces ensembles funéraires peut être très différent d'un site à l'autre. Et donc, ça pose vraiment la question de savoir si les gens sont inhumés dans des nécropoles à côté de l'habitat, en tout cas des silos qui correspondraient à l'habitat, parce qu'on n'a pas de structure de bâtiment, il faut le rappeler aussi, ou bien est-ce qu'il y a une répartition des défunts et de certains défunts en fonction plutôt d'une organisation territoriale plus large qui ne serait pas celle d'un lien univoque entre l'habitat et la nécropole.
Là, on est plus sur un questionnement que sur une réponse à l'heure actuelle. Mais nous avons, dans le cadre d'un projet collectif de recherche qui est actuellement piloté par Frédéric Leterlet, le projet est très ferme d'entreprendre un volet d'analyse ADN qui vont permettre de préciser les liens génétiques justement de ces individus sur plusieurs de ces nécropoles. Et donc, on pourra avoir un début de réponse par rapport à cette question. Mais la fouille des Chemerets repose vraiment cette interrogation, puisque, sauf erreur, avec la fouille de ces bazas, vous avez maintenant des ensembles d'immatures qui n'étaient pas statistiquement aussi bien représentés sur les fouilles antérieures. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Là, c'est vraiment 2 cas récents qui permettent d'aborder cet élément. Après, il y a aussi, effectivement, hein, sur les Chemerets, bon, il y a 2 éléments qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder, mais bon, l'occupation se poursuit, hein, le site se poursuit a priori sur la parcelle nord, hein, qui n'était pas prescrite. Donc, on n'a pas l'occupation complète, hein, du Bronze Ancien. La question des habitations, on a une zone où il y a quelques TP qui pourraient former un bâtiment, mais c'est très érodé, c'est pour l'instant trop précoce pour affirmer quoi que ce soit. Et puis, évoquons bien sûr, Eric, aussi quelque chose que tu connais bien, les terres noires de Limagne et les énormes difficultés de lecture des niveaux d'ouverture réels. C'est pour ça que sur la diapositive, sur la question du vallon, on voit bien que vraiment c'est extrêmement difficile de savoir le niveau d'ouverture réelle. Donc il est possible, hein, on a des espaces vides, hein, sur le site où on s'interroge sur des possibles bâtiments, mais qu'on n'a pas réussi à repérer, à lire véritablement, faute de calage aussi, par exemple, quoi. Mais de toute façon, l'occupation est plus vaste, hein. On pense, clairement. Oui, vous n'avez pas les limites. Il est vrai que la reconnaissance des terres noires, enfin, la stratigraphie dans les terres noires, la reconnaissance de niveau de sol est quand même très complexe et tout le monde s'y casse les dents tant qu'on n'a pas d'épandage qui fixerait la limite. Ouais. Il est vrai aussi que ces gens-là doivent bien habiter quelque part, et vu le nombre de dizaines d'hectares de bronze anciens qui ont été fouillés depuis 30, 40 ans maintenant, les plans de bâtiments, on les cherche vraiment. Donc, c'est clair. Et, alors, par contre, la situation de ta fouille avec ce vallonnement est assez intéressante parce que les profils de fosses que tu as montrés sont quand même, alors c'est sans doute les mieux conservés évidemment, ce qui nous montre le meilleur, mais malgré tout, elles sont assez profondes. Or, sur beaucoup des sites déjà fouillés, petits Beaulieu, mais d'autres, on a des fosses qui, quand on les observe en coupe, c'est-à-dire à partir du niveau de visibilité dans le décapage, sont moins profondes. Ce qui a l'air de vouloir, à mon avis, c'est un indice pour ton décapage, que finalement, tu as réussi à identifier ces niveaux de fosse assez hautes et donc le plus proche possible d'un niveau de sol de l'époque. Ouais, c'est quand même intéressant à noter. C'était un des objectifs, clairement, parce que bon, dès que, si tu veux, dès qu'on voyait quelques concentrations, soit de mobilier, de pierre, un peu qui indique que c'est pas tout à fait naturel, on arrêtait, on testait pour ouverture, ça a fonctionné. Parce que c'est clair que sinon, tu vas directement au substrat marno-calcaire et là, on voit les creusements. Et effectivement, c'est ça qui nous a permis de voir les différences et on s'interroge vraiment sur la possibilité d'un phasage de 2 occupations, hein, comme on en a pu discuter. Donc, mais oui, on a réussi à certains endroits à détecter des niveaux assez hauts. Et donc, effectivement, on a des profils assez complets, quoi. Ça, c'est chouette. On va prendre une dernière question, Pierre-Yves, et puis après, on va enchaîner. Ça va être assez rapide parce que vous avez répondu déjà en partie en fait aux questions que je me posais. Ça concernait principalement l'habitat. Mais est-ce que du coup vous pourriez préciser en fait à partir de quel niveau de décapage vous avez identifié vos structures, c'est-à-dire à quelle profondeur vous êtes descendu en décapage mécanique d'une part, et puis d'autre part on voit sur le plan, comme vous le disiez, qu'il y a effectivement des espaces vides d'aménagement qui apparaissent et on pourrait avoir envie évidemment de localiser des bâtiments. Alors, est-ce qu'il y a des récurrences en termes de superficie de ces espaces vides et est-ce qu'il y a aussi éventuellement des récurrences peut-être en termes d'orientation, si tant est que ce soit possible de raisonner ainsi à partir du vide? Oui.
Ouais. Alors tout à fait. Alors là, c'est pour ça, c'est une hypothèse qu'on pose. Effectivement, ces espaces vides dans le sein de l'occupation, c'est quand même une interrogation légitime. Donc ça, là tout de suite en état, je ne peux pas vous donner du détail. Dans les premières observations regardées sur le plan, oui. Moi, je trouve qu'il y a une certaine régularité de superficie, par exemple, choses comme ça qui rendent l'hypothèse, qui renforce cette hypothèse. On a également détecté, ça c'est pareil, des structures, on les a appelées pierres isolées. C'est des pierres qu'on a détectées au moment du décapage. On a arrêté le décapage et qu'on a coupé après en moitié pour voir s'il y a un creusement associé. C'est pas lisible, il n'y a rien d'observable, enfin de net pour un trou de poteau par exemple, mais on les a notés pour voir si par la suite on pouvait exploiter ces données qui nous permettraient d'avoir une idée des habitations. Bon, pour l'instant, c'est vraiment le début. On a fini en novembre, fin novembre 2020. On est tout frais, tout feu, tout flamme. Mais ça va se préciser. Par contre, il y a aussi la présence des éléments d'architecture en terre qui renforce ça. C'est clairement des bâtiments. Enfin, le fait qu'il y ait des pièces de bois qui sont présentes, qui sont imprimées dans le crayonnage, laisse supposer quand même des constructions assez importantes, mais de l'ordre de l'habitation et pas du four ou autre. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai hyper bien répondu. Je ne suis pas sûr. C'est juste la profondeur de décapage. Ah oui. Alors la profondeur, c'est pas compliqué. Comme c'est un vallon, alors vous avez une des premières sépultures, elle est à moins de 50 cm. Et puis alors les restes, il y a 2 mètres de profondeur quand on est au cœur du vallon. Donc il y a vraiment, c'est très variable. Et en fait, nous, on a fait un décapage que Eric a réalisé pour le Petit Beaulieu. J'ai appris là-bas ce décapage-là, qui est de faire un système de plots, en fait, pour dire, voilà, là, on a le niveau d'ouverture dans les terres noires qui est visible. Et ça nous a permis de pouvoir tout dégager, quoi. Mais vraiment, on a des différences de niveau au niveau du décapage. On n'a pas pu faire un décapage tout plat comme ça, quoi. Mais au plus profond, on est à 1,80 1,80 profondeur dans le vallon. C'est bon ce coup-ci, je crois. Merci. En tout cas, merci beaucoup de venir nous transmettre des nouvelles toutes fraîches comme ça de chantier à peine terminé. C'est chouette. Merci à vous, c'est super. Merci.